C'est un débat qui n'est pas nouveau. Le thème n'est pas nouveau. Mais comme l'a écrit Gérard Bouchard dans son livre « Jeunesse des nations et culture du Nouveau Monde », il dit « Nous avons vu les identités nationales bouger sans cesse, s'adapter aux nouvelles conjonctures ou carrément se refaire sur le mode de la tractation. Nous avons relevé le fait que la nation, parfois, suivait la création de l'État, comme c'est arrivé dans plusieurs pays d'Amérique latine, et parfois la précédait, comme au Québec, à Cuba et à Porto Rico. Nous l'avons vu aussi se charger de contenus très éclectiques et se définir en référence soit à des traits ethniques ou à un héritage, soit à des valeurs ou à une idéologie. Elle se met volontiers au service de causes parfois peu compatibles, par exemple le racisme et l'ethnicisme, la survivance culturelle, la solidarité populaire, l'anti-impérialisme, etc. On se rappellera du reste qu'en Europe, la nation est née dans le même lit que la démocratie, mais elle a également inspiré des guerres meurtrières et elle a encadré les plus grands mouvements colonisateurs de l'histoire. En somme, la nation, dit-il, comme concept et comme phénomène historique, est une entité multiforme et polyvalente, très difficile à définir. Mais ce soir, j'ai une surprise pour vous. Nous allons faire la lumière sur le concept. Nos experts sont là pour ça. Alors, enfin, nous allons voir la lumière. Et le débat est important parce qu'on l'utilise à plusieurs angles. Le concept est manipulé, souvent récupéré, instrumentalisé dans les partis politiques, mais aussi dans toutes sortes de débats publics. Et on peut penser seulement à la notion en lien avec la notion de la fameuse question de la société distincte. Et malgré tous les débats sur la question depuis des années, il y a encore place à plusieurs questions. Alors, ce soir, nous avons 4 invités. Madame Claudette Carbonneau, ex-présidente de la CSN et présidente de Oui Québec. Et nous avons Guy Lachapelle, professeur en sciences politiques à l'Université Concordia. Éric Martin, qui est professeur au Cégep Édouard-Montpetit. Et Gilbert Paquette, honorable membre et ancien président même des IPSO à une époque, qui est professeur à TELUC. Alors, nous allons procéder par ordre alphabétique, tout simplement. Alors, je cède la parole à Mme Carbonneau. Alors, merci beaucoup. Bonsoir, je suis très heureuse d'être avec vous ce soir pour vous entretenir de ce que j'ai appelé le pénible accouchement de la nation québécoise. C'est clair que les différentes conceptions de la nation portées par les partis politiques au Québec colorent l'actualité des dernières années de façon extrêmement importante. Or, la définition utilisée par chacun d'entre eux est loin d'être la même et les dérives partisanes et électoralistes qui en découlent, disons-le, ne volent pas toujours très haut. On en vient même parfois à se demander s'il est souhaitable d'entrer dans cette mêlée à l'heure où on cherche, quant à nous, au Oui Québec, à relancer le projet d'indépendance en misant sur la convergence. Néanmoins, il m'apparaît essentiel de bien mesurer la portée de ces choix à faire sur l'avenir du projet indépendantiste lui-même et c'est ce qui m'a motivé à accepter l'invitation des IPSO ce soir. La conception de la nation à laquelle se réfère le PQ a considérablement varié dans le temps. J'en résume ces évolutions autour de 3 temps forts. Au moment d'Option Québec, de la fondation du PQ, on présentait davantage la nation sous l'angle ethnique que civique. Cette personnalité qui dure depuis 3 siècles et demi, disait régulièrement René Lévesque. Rappelons cependant qu'à l'époque, les Québécois francophones se trouvaient systématiquement au bas de l'échelle sociale, la minorité anglophone dominait sans partage la sphère économique et les nombreux arrivants s'intégraient à la minorité anglophone. Les chances d'accéder à des postes de direction
était quasi nulle pour un francophone, fût-il bilingue, même en présence d'anglophones unilingues. Bref, à l'encontre de ce qu'on observe comme réalité aujourd'hui, les billets de discrimination systémique à l'égard des francophones étaient omniprésents. En ce sens, le projet d'indépendance porté à l'époque par le PQ se présentait comme un projet émancipateur, vraiment comme un projet, oui, émancipateur. On cherchait à opérer une forme d'action positive en faveur des francophones, particulièrement malmenés au plan social et économique. Enfin, la reconnaissance des droits des minorités anglophones historiques et la reconnaissance aussi de l'existence des 11 nations autochtones sous le gouvernement de René Lévesque ont certainement contribué à cette époque à équilibrer les points de vue et les perceptions. Dans les années qui ont conduit au référendum de 1995, la définition d'une nation résolument civique est celle qui s'impose au PQ. Plusieurs facteurs expliquent ce changement. Les Québécois ont coupé avec cette vocation de porteurs d'eau qui semblait leur coller à la peau. Ils se sont instruits, ils ont pris leur place dans l'économie, s'appuyant sur les institutions propres de l'État québécois. Ainsi, malgré le travail de sape opéré par la Charte canadienne des droits et libertés, la loi 101 a tout de même amélioré la situation du français et des francophones. On comprend au PQ que la facture socio-culturelle du Québec a considérablement changé et qu'il faut s'ajuster à cette nouvelle réalité. L'heure est venue de définir la nation sur la base de l'égalité des droits de tous les citoyens, de façon à ce que chacune et chacun puisse se reconnaître comme bénéficiaire du projet d'indépendance. Or, comme le souligne Anne Légaré, le gouvernement Parizeau misait beaucoup sur la reconnaissance internationale, d'où la nécessité de prendre la mesure des sensibilités de la communauté internationale à l'égard de la défense des droits fondamentaux, particulièrement ceux des groupes minoritaires. Le résultat du référendum de 1995 ne démontre pas une percée du projet d'indépendance auprès de l'ensemble des communautés formant la nation québécoise, pas plus cependant qu'il n'explique qu'il ne s'explique par une définition de la nation en termes civiques. Nous croyons, quant à nous, au Oui Québec, qu'il faut pousser plus loin et repenser le processus d'accession à l'indépendance pour placer les citoyennes et les citoyens dans toute leur diversité ethno-culturelle, de même que les représentants des Premières Nations, au cœur du processus, en leur confiant le mandat de rédiger la Constitution du pays, laquelle serait également soumise au référendum qui aura à décider du statut politique du Québec. Bref, pour mobiliser davantage et pour opérer un virage vers la souveraineté populaire, une démarche constituante citoyenne doit être intégrée dès le départ au processus référendaire. La troisième définition de la nation dans le discours du PQ va commencer à s'imposer après le choc de la défaite de 2007 et l'élection de l'ADQ comme première opposition. Sous la pression d'un certain électoralisme, le parti va opérer un retour vers une version plus identitaire de la nation. On parlera désormais de la nation historique, de la nation majoritaire, donnant parfois une double impression de passéisme et de déterminisme, en la présentant de surcroît comme en proie à une mentalité d'assiégé, à l'intérieur de laquelle, disons-le, bon nombre de Québécois, notamment chez les jeunes, ne se reconnaissent pas. On ne compensera pas de cette façon les effets délétères de la minorisation constante du Québec au sein du Canada. La solution est ailleurs. Elle passe par notre capacité de nous imposer comme nation politique ouverte sur l'avenir, forte de tous ses citoyens et par une capacité d'accueil à partir d'un modèle bien à nous, qui intègre avec sérénité et confiance et qui travaille à donner un pays à l'ensemble de ce monde.
Les tensions sont aujourd'hui manifestes au sein du caucus du PQ sur cette question. C'est bien qu'il faudra voir comment s'articulera le programme de la prochaine campagne électorale sur ce genre d'enjeu. QS est né en 2006. Il se réclame d'une vision tout à fait civique et inclusive de la nation. Cette formation a cependant beaucoup de mal à se démarquer du multiculturalisme à la canadienne, des mauvais procès faits aux indépendantistes et plus largement de cette obsession à ne réfléchir ces questions qu'en termes de droits individuels. Une obligation de clarté s'impose quant au modèle d'intégration que QS met de l'avant. Une multitude d'agrégats de communautés qui se croisent sans jamais se toucher reste peu inspirant comme modèle de nation politique en devenir. Le nationalisme prôné par QS mérite d'être davantage incarné, moins abstrait et plus axé sur la construction de tissu social. De par sa position en faveur du fédéralisme, le PLQ cherche à intégrer le Québec à l'intérieur du Canada plutôt qu'à lui opposer de la résistance pour favoriser l'affirmation du Québec comme véritable nation. Au cours de son histoire longue, ce parti a eu toutes les occasions de présenter toutes les nuances de gris, allant de Robert Bourassa à Philippe Couillard. Chercher à intégrer, même au nom d'exigences dites élevées, comporte des effets pervers qu'il ne faut pas négliger. Parce que le Québec est une terre conquise, il y aura toujours une partie de sa population qui cherchera l'accommodement plutôt que la résistance et l'affirmation de soi. Le mal-être des Québécoises et des Québécois au sein du Canada fait continuellement pression en faveur d'une réforme du fédéralisme. Enfourcher ce cheval, c'est donner de la crédibilité à une démarche minée en détournant les yeux des vrais enjeux et en risquant à terme de décevoir et de démobiliser. La politique d'affirmation nationale déposée par Philippe Couillard est à la fois habile et perverse. Le PLQ s'y présente comme un ardent défenseur des intérêts du Québec en revendiquant Meach Plus, mais en prétendant qu'il n'y a rien à attendre du Canada à court terme. Pire encore, ce sont nous, les Québécois, qui devrions convaincre le Canada de notre bonne foi en lui faisant comprendre que nous sommes d'abord des Canadiens. Le titre de cette politique est très évocateur. Québécois, notre façon d'être Canadien. Difficile de faire mieux en termes d'instrumentalisation puis d'intégration d'une nation châtrée au sein du Canada. Néanmoins, cette politique offre suffisamment à boire et à manger pour engraisser le mythe d'une double appartenance harmonieuse. Non seulement nous éloigne-t-elle de la nation politique, mais elle masque encore plus le fait que le Québec n'est qu'un rouage de l'État canadien, un appendice, une région. Devant l'extrême froideur du gouvernement Couillard à défendre les intérêts du Québec et devant la chasse incessante qu'elle livre au PQ pour le vote francophone, la CAQ puise dans une vision beaucoup plus ethnique et conservatrice de la nation qui remonte à son ancêtre de l'ADQ. La question de l'immigration est continuellement dans la mire et ce qui est neuf par ailleurs, c'est qu'elle se définit maintenant comme fédéraliste et qu'elle s'est dotée d'un programme de revendication constitutionnelle qu'elle présente comme étant axé sur des objectifs de résultats. On semble reparti pour l'inaccessible étoile et pour la ronde des mirages. Il y a fort à parier par ailleurs que sur ce terrain, la CAQ apparaisse plus crédible que Philippe Couillard. En conclusion, que tirer de cette maïeutique aussi épuisante que désolante? 1. Même s'il s'avérait fructueux, les projets de réforme constitutionnelle portés par le PQ ou par la CAQ aboutiraient au mieux à la reconnaissance d'une nation québécoise qui n'aurait d'existence qu'à l'intérieur du Canada, continuant à exercer le vrai pouvoir et traitant le Québec comme une région tout aussi atypique fût-elle. Pour y arriver, le Québec devrait renoncer à un réel partage des ressources et des pouvoirs, de même qu'au choix des institutions, valeurs et principes qui guident ce pays. On le voit, on est à des années-lumière d'une reconnaissance comme nation politique au sens fort et de la capacité pour le peuple québécois d'exercer une réelle souveraineté populaire.
Deuxièmement, le retour de la nation pudiquement qualifiée d'historique nous ramène tout droit à l'époque de la survivance, plus qu'elle ne pointe vers le projet d'indépendance. Ce virage est source de décrochage pour de nombreux Québécois entêtés d'avenir qui répugnent à se voir définir comme une nation folklorique et qui rêvent de se donner un pays pour mieux interagir avec les autres et avec le reste du monde. Troisième élément, pour se transformer en une véritable nation politique capable d'assumer pleinement son avenir, le Québec doit faire le plein de tout son monde pour lui permettre de percevoir le projet d'indépendance comme un projet d'émancipation pour toutes et tous. Il doit se définir comme une nation civique, confiante d'elle-même et qui regarde vers l'avant. On ne fait pas l'indépendance pour régler le passé, on la fait pour bâtir un avenir. Quatrième élément, l'histoire récente de la Catalogne montre l'importance de la reconnaissance internationale et comme en 1995, nous devons éviter toute ambiguïté quant au respect des droits fondamentaux des groupes minoritaires. Cinquièmement, les phénomènes migratoires caractérisent notre époque. Il n'y a pas d'avenir pour le repli. Par ailleurs, cette situation commande d'être attentif à un modèle d'accueil pour nous assurer qu'il développe de la citoyenneté, qu'il crée de la cohésion, qu'il tisse du tissu social. Plus que jamais, nous devons nous démarquer de l'approche multiculturelle canadienne qui se contente de juxtaposer les communautés sans se soucier des moyens institutionnels dont nous disposons pour réellement protéger les droits de ces personnes. Enfin, la société civile et au premier chef les Oui-Québec souhaitent apporter leur contribution à la naissance d'une nation politique au Québec. Nous sommes actuellement en tournée sur le nécessaire changement de paradigme dans la façon d'accéder à l'indépendance en faisant la promotion d'une assemblée constituante et d'un virage vers la souveraineté populaire. Cette démarche est en phase avec l'implication de la nation québécoise dans toute sa diversité et nous tenons beaucoup à sortir des sentiers battus pour assurer la pleine représentativité de la nation au sein de la constituante en vue de bâtir le pays. Merci. Donc, à une autre époque pas si lointaine, je dirais que nous sommes face à 4 partis politiques qui ressemblent tous à l'Union nationale et pour qui l'idée de nation québécoise, autant que l'État-nation, n'est tout au plus qu'une notion sociologique et culturelle. Dans le programme de l'Union nationale de 1962, je me suis fait un malin plaisir de relire Égalité et indépendance. C'est écrit « Dresser dans tous les domaines des plans directeurs qui permettront à la communauté québécoise de s'épanouir pleinement, suivant ses aspirations propres et prendre l'initiative des solutions, quitte à exiger et à obtenir le concours d'Ottawa dans la mesure où il est nécessaire à la réalisation de ces plans. » J'ai retrouvé à peu près les mêmes phrases dans Québec solidaire, évidemment dans la CAQ et aussi un peu au PQ. Depuis les années 60, nos partis ont toujours eu 2 définitions de la nation québécoise. Au Canada, comme vous le savez, il n'existe qu'une seule nation, composée de 2 peuples historiques, les Canadiens français et les Canadiens anglais, à laquelle nous avons ajouté au cours des dernières années les Premières Nations. Au Québec, nous avons souvent pensé que le Canada était un État binational, et les partis fédéralistes, comme le PQ, comme le PLQ et la CAQ, croient encore aujourd'hui que cela est possible de bâtir un Canada dualiste. L'une des définitions de la nation que l'on utilise le plus souvent est en partie liée à sa composante sociologique. Une nation, c'est, la définition de Larousse, une communauté humaine, le plus souvent installée sur un même territoire, et qui, du fait d'une certaine unité historique, linguistique, religieuse, ou même économique, est animée d'un vouloir-vivre commun. De ce point de vue, les Québécois ont une culture unique à laquelle participent les Anglo-Québécois et les 11 nations amérindiennes. Et comme le soulignait Gaston Miron dans L'Avenir dégagé, aussi notre adaptation à l'Amérique du Nord a fait en sorte que nous avons une culture originelle et originale. Mais aujourd'hui, notre défi est de construire un Québec nouveau. Durant les années 60, l'objectif des partis politiques, et en particulier au moment de la Révolution tranquille, était de transformer cette nation sociologique en une nation politique. Tel était le but premier de René Lévesque, avec son modèle d'État associé, et pour d'autres, de reconnaître au sein du Canada que le Québec est une société distincte, ou qu'elle a un statut particulier, ou qu'elle participe au développement du modèle fédéral canadien au sein d'un État multinational.
Daniel Johnson, du temps de l'Union nationale, parlait même de l'Amérique du Nord britannique comme un pacte, une fédération d'États, et que dans sa vision des choses, la Constitution canadienne de 1867 confiait clairement les affaires nationales aux provinces de l'époque. Quelles que soient les propositions que l'on veut bien élaborer sur le Québec, République du Canada ou République multinationale, Québec-République, il me semble que c'est être vraiment se leurrer de penser que le Québec peut s'épanouir pleinement si nous refusons de nous asseoir à la table des nations. Faut-il s'étonner que depuis la Seconde Guerre mondiale, il s'est écrit plus de constitutions qu'à toute autre période de l'histoire humaine, et ce parce que de nombreuses nations ont décidé de voter pour leur indépendance. Mais le droit à l'autodétermination, c'est aussi, pour reprendre la foriste de mon collègue Daniel Latouche, le droit d'avoir des minorités, un droit assorti du devoir de bien les traiter. Il est d'ailleurs difficile aujourd'hui de trouver un endroit sur cette planète où l'égalité des chances est aussi réelle, et en particulier entre les hommes et les femmes. Mais au-delà des nombres et de la naissance de nouveaux États au lendemain de la période de décolonisation des années 50 et 60, et ce jusqu'à la chute du mur de Berlin, ce qui est essentiel de comprendre, c'est que l'indépendance des États n'est pas un concept dépassé, mais au contraire, il est à l'ordre du jour dans de nombreux contextes nord-américains et internationaux. Le Québec a l'une des économies les plus mondialisées de la planète. Il ne fait aucun doute dans mon esprit que c'est pour cette raison que notre qualité de vie fait l'envie de plusieurs. Le Québec a su profiter, comme d'autres sociétés social-démocrates, de la croissance économique. Notre taux de chômage est aujourd'hui le plus bas au Canada et nous avons un filet social qui reste malgré tout fort généreux. Contrairement à tous ceux qui anticipaient et constituent de propager une idée fausse, le libre-échange avec les États-Unis a eu des effets bénéfiques sur l'ensemble de notre économie, de nos dépenses, et nos dépenses sur les programmes sociaux n'ont cessé de croître depuis 25 ans. Un tournant important dans notre nation, c'est évidemment la question linguistique. La loi 101 a été un moment historique au Québec, dont nous fêtions les 40 ans. Elle nous a tous permis de tourner la page, de passer à autre chose et faire du Québec une société plus démocratique, riche de sa culture et capable d'assumer pleinement son destin comme société nord-américaine. Le Cuba du Nord est devenu aujourd'hui la nouvelle Norvège. Avec son virage technologique, dont Gilbert a été partie prenante, une société ouverte davantage sur le monde, une des sociétés les plus dynamiques de la planète, un modèle de relations et d'ouverture entre la majorité et ses minorités. Si Montréal est devenu, malgré elle, au cours des 40 dernières années, un lieu d'expérimentation sociale, on peut certes dire que la société québécoise s'est transformée, en bonne partie aussi grâce à l'éducation et à l'émergence d'une classe moyenne francophone. Le grand succès de la loi 101 fut sans doute de faire en sorte que le clivage économique entre Québécois francophones et Anglo-Québécois ait disparu. Au début des années 90, le revenu moyen entre francophones et anglo-québécois est devenu presque identique. La loi 101 a mis fin en bonne partie aussi à l'apartheid linguistique au Québec et au climat morose de l'époque. Les travailleurs québécois francophones travaillaient pour des boss unilingues anglais, mais vivaient chez eux en français. Cette situation faisait en sorte qu'il existait deux types de citoyens au Québec et que la majorité se retrouvait minoritaire chez elle. La poudrière linguistique était source de ségrégation, d'inégalité sociale et de tensions sociales qu'il fallait faire disparaître, sinon il risquait d'être la source de violence politique. Le livre de Pierre Vallière, Nègre blanc d'Amérique, que certains bien-pensants à l'époque avaient voulu mettre au banc de peur qu'il n'éveille les consciences, avait certainement posé un diagnostic alarmant. La classe politique devait mesurer l'ampleur du problème, sans quoi la démocratie québécoise était en danger. Les René Lévesque, Camille Lorrain, Gérald Godin et Claude Ryan avaient compris que sans paix linguistique, sans un véritable dialogue entre la majorité francophone, la minorité anglophone et les allophones, l'avenir du Québec serait plutôt sombre. Pour cela, il fallait un Québec égalitaire où le français serait la langue de l'État avant, et comme le disait la belle chanson de Pauline Julien, avant qu'il ne soit trop tard. Les francophones ont en quelque sorte pris les moyens pour reconquérir Montréal. La rue Saint-Laurent n'est plus aujourd'hui le mur de division entre franco et anglo. Le cosmopolitanisme est devenu à la mode à Montréal. Les mots frog, bloc, bloc et allophone ont presque disparu de notre langage pour faire place à un nationalisme civique basé sur la Charte québécoise des droits et libertés. Mais pour bâtir ce Québec nouveau, il faut que toutes les communautés historiques et issues de l'immigration partagent un objectif commun: faire du Québec une société encore plus dynamique, innovante et tolérante. Mais le droit à l'autodétermination, c'est aussi de pouvoir bien traiter nos minorités. Notre nationalisme est devenu un nationalisme civique et qui est, à mon avis, fort exemplaire. Il signifie d'abord et avant tout que notre objectif premier est de défendre les intérêts du Québec, qu'on travaille d'abord pour nous. Pour cela, il faut un point de départ, une certaine dose de patriotisme, de fierté nationale.
En ce sens, tous les partis politiques au Québec et leurs chefs reconnaissent aujourd'hui qu'il existe bien, bel et bien une nation québécoise. Être un nationaliste québécois, c'est donc avoir cette préférence marquée pour notre groupe national. Comme le disait René Lévesque en 1964, il faut apprendre à être rentablement pour soi, mais pas contre les autres. Pour Hubert Aquin, lui, son nationalisme, il avait, je pense, en bonne partie raison, c'est l'expression politique d'une culture. Vous le savez, René Lévesque était particulièrement sensible à trouver les compromis nécessaires afin que la loi 101 puisse contenir les mécanismes nécessaires à une transition ordonnée. Nous souhaitons évidemment que ceux qui arrivent au Québec aujourd'hui, autant que ceux qui y sont nés, attrapent ce goût du Québec afin de faire de ce pays un lieu où il fait bon vivre, mais surtout où le respect des droits et l'égalité entre citoyens demeurent au cœur de notre projet de société. Le nationalisme, c'est aussi un climat de revendication, afin que nos institutions, nos structures politiques et nos politiques répondent mieux aux aspirations de tous. Par exemple, si Montréal veut continuer de briller parmi les grandes villes de ce monde, il faut redonner confiance aux citoyens dans leurs institutions. Ce qui m'inquiète davantage ces jours-ci, c'est d'entendre des Québécois qui vivent à l'extérieur de Montréal affirmer qu'ils ne se sentent pas à l'aise quand ils viennent à Montréal, car ils ont l'impression qu'il faut être bilingue pour y travailler. Les Anglo-Québécois que Gérald Godin aimait bien appeler les cofondateurs du Québec se sont, me semble-t-il, à tout le moins, fort bien adaptés face aux changements que la loi 101 avait amenés. Nombreux sont ceux et celles qui ne se sentent plus aujourd'hui anglo, mais bien des Québécois à part entière, qui veulent continuer de faire du Québec une société pluraliste et respectueuse des droits de chacun. Tel fut le succès de la loi 101, d'avoir permis une transition parfois difficile, mais somme toute relativement harmonieuse, si on compare avec d'autres pays. Il faut remercier encore René Lévesque et Camille Lorrain d'avoir été de grands démocrates. Mais le succès est aussi attribuable, à mon avis, à la volonté de plusieurs leaders de la communauté anglo-québécoise et francophone qui ont voulu créer des ponts, faire tomber des murs et bâtir ce Québec nouveau. Je pense d'abord à Gérald Godin, qui n'a cessé de tisser des ponts avec la communauté grecque, mais aussi avec toutes les communautés. Le documentaire, d'ailleurs, de Simon Beaulieu sur Gérald Godin devrait être vu par tous, autant par sa générosité que l'ouverture de ce poète en politique. Je pense aussi à des gens qu'on a oubliés, Abe Lemonchick, Michael Fensack, les pionniers du Rassemblement des citoyens de Montréal, qui ont œuvré à rapprocher les communautés francophones et anglophones et améliorer les relations ethno-culturelles à Montréal, tout en voulant ramener un peu plus de démocratie à l'hôtel de ville. J'ai personnellement toujours souhaité que nous nous intéressions davantage collectivement aux changements dans nos sociétés, plutôt qu'au statu quo incolore, afin de créer les conditions nécessaires pour la mise en place de meilleures politiques pour les citoyens. On peut être un citoyen du monde et vivre dans une grande ville francophone internationale, et la fierté de vivre à Montréal et au Québec doit se propager au-delà de l'anniversaire du 375e. Ma conclusion est simple. Et je partage ici un point de vue aussi de mon ami Yvan Lamonde, historien. Dans son dernier livre, Yvan parlait d'un coin dans la mémoire, le titre de son bouquin. Il affirme que nos partis politiques ont adopté un nationalisme soft et mou. On choisit délibérément de mettre de côté notre projet national pour plutôt opter pour définir le Québec comme une majorité minoritaire ou une minorité majoritaire. Dixit Québec solidaire, qui ont en fait choisi en quelque sorte le Canada multinational. On ne parle plus aujourd'hui de projet national, malgré que j'ai regardé le site du Parti québécois avec ses 50 plus 1 raisons de faire la souveraineté, mais on parle peu du projet. Et on parle de la majorité québécoise, on parle d'une majorité incapable de se définir aussi face au pluralisme ambiant. Mais il nous reste beaucoup à faire. La loi 101, entre autres, nous a permis de sonner glas d'un certain colonialisme pour ouvrir la porte à un véritable communautarisme territorial. Plusieurs propositions ont été faites aussi au cours des dernières années, je pense en particulier à la commission Bouchard-Taylor, en ce qui concerne les relations interculturelles, dont la création d'une instance paragouvernementale pouvant relever de l'actuel Conseil des relations interculturelles comme lieu de recherche et de débat sur la nation québécoise. Elle proposait également de favoriser l'arrivée d'immigrants francophones et en particulier d'étudiants étrangers, mais surtout de mettre en place des mesures leur permettant de rester ici. La Commission a bien noté aussi que le français reste un atout majeur pour l'accès à l'emploi. Elle proposait d'ailleurs d'étendre l'application de la loi 101 aux entreprises de 20 à 49 employés. On parle ici de 400 000 travailleurs au Québec. Elle soulignait aussi que les droits économiques et sociaux des travailleurs, y compris la langue de travail et la lutte à la discrimination, devaient être renforcés au sein de la Charte québécoise des droits et libertés, en leur assurant la primauté sur toute législation québécoise au même titre que les droits civils et politiques. Sujet dont on entend peu parler, qui ne se retrouve pas dans les partis. Il n'est pas non plus normal qu'un immigrant parlant uniquement français ne puisse pas se trouver un emploi au Québec parce qu'il ne maîtrise pas l'anglais. Ce sont les immigrants qui aujourd'hui se retrouvent dans bien des situations, dans la même situation précaire
que les Québécois francophones au début des années 60. Aujourd'hui, il faut corriger le tir, et ça, c'est notre responsabilité à tous. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation de la part des IPSO. Alors, vous savez peut-être que j'ai publié récemment un livre qui s'appelle « Un pays en commun ». Il y en a quelques exemplaires derrière. Il y a aussi celui de mon collègue ici derrière, si jamais vous voulez à la fin les consulter. Dans cet ouvrage qui s'appelle « Un pays en commun », je reviens sur la tradition qu'on pourrait appeler indépendantiste et socialiste des années 60-70, donc sur notamment Hubert Aquin, la revue Parti pris, le Front de libération des femmes, Fernand Dumont, Pierre Vadeboncoeur. Donc, c'est un livre sur la mémoire, mais c'est aussi un livre qui peut nous inspirer aujourd'hui pour le futur. J'en retiens ce que j'appellerais une grille d'analyse pour essayer de comprendre ce qui se passe ici. Une grille d'analyse qui reflète au fond ce qui est aussi ma position personnelle et que j'appelle la dialectique entre la question sociale et la question nationale. Si on prend par exemple l'exemple de la revue Parti pris, c'est une revue qui s'est fondée au fond sur, je dirais, la critique d'une double aliénation. Premièrement, donc, la situation de la domination coloniale du fédéral, la nécessité de l'indépendance, donc l'émancipation politique. Mais il était très clair pour les gens de Parti pris que la libération politique ne serait pas grand-chose qu'un flag sur le hood, pour reprendre l'expression de Jean Chrétien, si elle laissait intacte par ailleurs la domination économique. C'est bien beau de dire on va se libérer politiquement, mais si par ailleurs, quand on arrive dans le domaine de l'économie et du travail, toutes les décisions sont prises par des puissances qui nous échappent, que ce soit la mondialisation, que ce soit les entreprises ou l'impérialisme américain, il était très clair que si on ne se réappropriait pas le pouvoir au plan économique, la libération politique allait être incomplète. Donc, pour Parti pris, il fallait assortir l'indépendance d'une libération aussi économique. C'était le sens à l'époque donc du slogan indépendance et socialisme. Il fallait régler ces deux questions. Et généralement, quand on essaie de les séparer, on a un problème. Si on sépare les questions sociales des questions d'indépendance, bien effectivement, on peut se ramasser facilement à défendre le multiculturalisme canadien. Si par ailleurs on défend l'indépendance en oubliant la question sociale, on peut avoir des sacrés problèmes. Donc ce que je propose, c'est de partir de cette dialectique qui unit intimement la question politique, la question économique, et de regarder au fond les différents partis politiques. Alors, il y en a 5, donc je commence très vite avec le Parti vert du Québec qui se règle assez facilement. C'est un parti qui travaille sur des questions, on peut dire, sociales ou économiques, écologiques, mais qui évacue complètement la question nationale. Ce parti prétend, au fond, travailler dans l'alliance des fédéralistes et des souverainistes. C'est ce que j'ai appelé un parti crypto-fédéraliste. C'est-à-dire qu'au fond, qui ne remet pas en question la domination fédérale finit par, au fond, l'accepter. Donc, j'écarte le Parti vert de la réflexion parce qu'il ne répond pas à la nécessaire combinaison question nationale, question sociale, puisqu'il oublie, au fond, la question nationale. Dans le cas du Parti libéral et de la CAQ, il est également assez clair que ces deux partis ne correspondent pas à la nécessité de penser ensemble indépendance et libération économique pour la simple raison qu'ils sont contre l'indépendance, mais aussi contre la libération économique. Dans le cas du Parti libéral, c'est assez évident. Je n'ai pas besoin de faire un portrait de ça, mais simplement rappeler une anecdote amusante. On a appris par les pages du Devoir il y a quelque temps que le livre préféré de Philippe Couillard s'appelle « The Fourth Revolution », la quatrième révolution. C'est un livre, paraît-il, qu'il conseille à tout le monde. Et j'ai donc lu ce livre, c'était très ennuyant, mais j'en ai fait un résumé sur le site de l'IRIS pour les gens que ça peut intéresser. Et donc, dans ce livre, on dit qu'au fond, il y a eu 4 étapes dans l'histoire de l'État. Donc, l'invention de l'État monarchique au XVIIe siècle, par la suite, l'État libéral victorien, par la suite, l'État social-démocrate ou l'État-providence, et finalement, l'État néolibéral, la révolution néolibérale des Thatcher-Reagan des années 70. Et le but de ce livre est de dire qu'il faut parachever la révolution néolibérale et donc couper dans les acquis sociaux. Dans le livre, on dit attention, on va vous enlever beaucoup plus de choses que ce que vous le pensez et on ne va pas vous les enlever, ces acquis sociaux, de manière démocratique, on va vous l'imposer de manière autoritaire. Alors c'est assez inquiétant de penser que notre premier ministre lit des choses comme ça. Et donc, on voit bien que ces gens-là donc, ne sont pas du tout, c'est assez évident pour tout le monde ici, je pense, ne sont pas du tout du côté de la libération, mais au contraire du côté de la domination. Du côté de la CAQ, évidemment, c'est assez semblable. Les gens de la CAQ prétendent que la question nationale est une question qui nous divise pour rien. C'est la thèse des vieilles chicanes dont on ne voudrait plus entendre parler. De toute façon, leur seule priorité, c'est le rattrapage économique. Donc, on veut se réconcilier avec le Canada dans la perspective d'avoir plus de poids dans les institutions fédérales. Mais le vrai projet, c'est, tenez-vous bien, de devenir la Silicon Valley du Nord. Ce n'est pas moi qui invente ça, c'est le projet Saint-Laurent de la CAQ. Donc, on est complètement dans une conception de l'économie du savoir ou du capitalisme, d'innovation techno-scientifique, libre-échangiste, la mondialisation, etc. Donc, encore une fois, sur la question nationale et la question sociale, la CAQ échoue le test que j'ai fixé au début de mon exposé.
Dans le cas du PQ, ça devient plus intéressant. C'est un parti qui prône l'indépendance et la création de la République du Québec dans un régime présidentiel. Et dans son programme, le parti se dit social-démocrate et en faveur d'une transition vers l'économie verte. D'ailleurs, plusieurs observateurs remarquent que le Parti québécois a actuellement son programme le plus social-démocrate depuis longtemps. Bon, jusque-là, ça irait assez bien, mais on sait qu'en pratique, les choses, des fois, sont plus compliquées avec le Parti québécois. Comme dit le vieux gag, des fois, il clignote à gauche, mais il vire plus à droite. Donc, ça dépend des moments. Mais donc, on sait, par exemple, qu'il y a eu, au départ, un nationalisme peut-être plus moderne et progressiste au début du Parti québécois, mais que dans les années 80-90, il y a eu un virage vers des idées libre-échangistes, que Parizeau un virage que Parizeau d'ailleurs a regretté. Hein, mais on peut penser à la figure de Landry aussi, en faveur de la dollarisation. On peut penser aussi au déficit zéro de Lucien Bouchard. Et on peut penser aussi au virage plus récent vers ce qu'on pourrait appeler la stratégie identitaire, où effectivement on semble revenir davantage, pour reprendre les catégories d'Yvan Lamonde, moins un nationalisme d'émancipation, davantage un nationalisme de conservation. Et donc, c'est sûr que là, je dirais que le PQ, il y a une tension, en tout cas sur la question sociale et économique, hein, entre son discours officiellement social-démocrate et une pratique qui en diverge selon les moments. Il n'est pas impossible de penser qu'il va y avoir un recentrage éventuellement au Parti québécois. Hein, on peut penser, par exemple, à ce que dit Jean-Martin Haussan dans La fin des exils, hein, qu'éventuellement, il faudrait envisager, de la part des partis souverainistes, un recentrage vers des formes d'économie plus solidaires, plus sociales. Donc, est-ce qu'un tel recentrage est à l'ordre du jour? Je ne le sais pas, mais ça rend donc la situation du PQ un peu ambiguë. Même chose pour la constituante. Le PQ... ça faudrait me l'expliquer peut-être, mais le PQ donc semble avoir rejoint les Oui Québec sur la question de l'Assemblée constituante, donc c'est-à-dire la souveraineté populaire, mais on trouve dans certaines sections du programme sur leur site web l'idée que c'est une commission parlementaire élargie qui va être en charge de rédiger la Constitution, et donc il y a un flottement pour moi à savoir... comment? OK. Donc, je veux simplement savoir, en fait, si au fond, il n'y a pas un flottement ici à clarifier, est-ce que c'est au fond l'adhésion à la souveraineté populaire ou est-ce qu'on est dans une commission parlementaire élargie? Mais bon, ça, c'est plutôt une question de précision, je dirais. Bon. Dans le cas de Québec solidaire, je dirais que jusqu'à tout récemment, le parti avait une position ambiguë sur la question nationale. En fait, il était indépendantiste, c'était écrit noir sur blanc, mais il n'était pas clair dans la démarche d'accession à l'indépendance. Il y avait une ouverture à ce que l'Assemblée constituante puisse déboucher sur un fédéralisme renouvelé. Ce flou a été réglé récemment par la fusion avec Option nationale, c'est-à-dire que l'une des conditions de cette fusion était que Québec solidaire adopte une constituante explicitement indépendantiste, sans quoi Option nationale n'aurait pas accepté de fusionner avec eux. Donc, c'est ce qui a été accepté, ce qui fait de QS aussi un parti donc, en faveur de l'indépendance dans une perspective républicaine. Mais il est certain que sur la question sociale, le parti est, je dirais, plus à gauche que le Parti québécois. Il se dit ouvertement en faveur de dépasser le capitalisme. On trouve cette phrase dans le programme de Québec solidaire. D'ailleurs, c'est, je pense, le seul parti au Québec qui parle de dépasser le capitalisme. C'est aussi un parti qui est ouvertement critique du libre-échange. Le Parti vert est aussi critique du libre-échange. Dans le cas du Parti québécois, je sais que les jeunes péquistes sont critiques de l'accord avec l'Europe, la SCG. Dans le cas de la direction du Parti québécois actuellement, il y a, malgré quelques bémols sur les fromages, une adhésion à la SCG. Et donc, il y a certainement, dans le cas de QS, un rejet peut-être plus fort des accords de libre-échange que ce qu'on peut trouver actuellement dans la direction du Parti québécois. Il y a des tendances à l'intérieur, par contre, qui effectivement privilégient les questions sociales et ont tendance à négliger les questions nationales. On en a parlé tantôt. Hein. Il y a un risque de multiculturalisme à l'intérieur de Québec solidaire. Mais la fusion avec Option nationale récente me dit que ce ne sont pas actuellement ces tendances qui semblent donner l'orientation majoritaire au parti, puisque les votes ont passé à plus de 90%. Bon. Voici un petit topo rapide. Maintenant, dans une deuxième partie, j'aimerais m'interroger sur la capacité des partis politiques à répondre à certains défis qui nous sont posés par l'époque. Vous savez que nous sommes actuellement dans une période de crise de la mondialisation. Dans les années 80-90, on nous annonçait que la mondialisation allait apporter la prospérité et le bonheur. Or, maintenant, les inégalités sociales sont plus élevées que jamais et aussi nous avons une crise écologique très grave sur les bras. Comme le disait le sociologue Michel Freytag dans L'impasse de la globalisation, nous n'avons pas plus de 50 ans, et même là on est généreux, avec le modèle de développement économique qu'on a là actuellement, hein, avec tous les problèmes écologiques que ça entraîne, on ne peut pas continuer encore 50 ans dans un tel modèle de développement. Certains auteurs, comme Bernard Cassens ou Alden Bello, ou le français Aurélien Bernier, et là-dessus je vous renvoie au dernier numéro de la revue Relations, ont évoqué la nécessité d'entrer dans une phase de démondialisation. Alors, j'explique cette démondialisation par 4 idées que j'appelle les 4 D. Dans les prochaines années, il faudrait être capable de démondialiser, c'est-à-dire de sortir de la mondialisation néolibérale, capitaliste,
fondée sur le libre-échange, entend qu'elle est tout simplement en train de détruire le monde d'un point de vue écologique, en plus de générer de grandes inégalités sociales. Donc, sortir de la mondialisation, démondialiser. Le deuxième, décoloniser. Il est bien certain que pour sortir de la mondialisation, ça veut dire récupérer la souveraineté. On ne peut pas maintenir le régime colonial canadien. Hein, on ne sera pas capable de prendre des décisions. Donc, ça veut dire décoloniser le Canada, ce qui concerne autant les Québécois que les Autochtones. Et récupérer la souveraineté populaire. Donc, décoloniser. Le troisième, décroître. Il est bien certain que le principal problème n'est pas seulement la mondialisation ou le libre-échange, mais fondamentalement le mode de développement économique que nous avons, basé sur la croissance infinie. Or, la croissance infinie de l'argent sur une planète finie, c'est impossible. Et c'est pourquoi, donc, on devrait penser à un nouveau mode de développement qui ne serait plus basé sur la croissance infinie. Donc, par exemple, un nouveau mode d'agriculture plus humain, une sortie du pétrole, bref, une transition économique et une transition écologique. Et Fernand Dumont, dans le livre J'en parle, parlait d'un socialisme d'ici. Pour lui, c'était une sorte d'économie coopérative, une économie de solidarité. Donc, je pense qu'il faut penser cette forme de décroissance ou ce nouveau modèle de développement, si vous préférez. Donc, décroître. Et le dernier, bien évidemment, comme le disait l'autre, il n'y a pas de socialisme dans un seul pays. Donc, c'est sûr que si nous inventons, d'abord, si nous faisons l'indépendance, si nous sortons de la mondialisation et si nous mettons en place un modèle économique plus humain et plus écologique, nous ne le ferons pas seuls. Nous devons donc aussi développer la coopération avec les autres peuples du monde dans une perspective non pas de guerre économique ou de concurrence où le but est de planter les autres nations, mais dans une perspective de coopération solidaire avec les autres sociétés. Bon. Donc, il me semble que l'horizon de la démondialisation nous dit un peu la tâche de l'avenir. Et tout ça devrait être assorti de ce que j'appellerais un nouveau partage de la souveraineté. C'est-à-dire qu'il va falloir renforcer la démocratie au niveau local. Il va falloir que les pays qui, comme nous, n'ont pas leur souveraineté au niveau national, la récupèrent et se dotent de nouvelles institutions qui, pour moi, sont une république démocratique et sociale. Et il va falloir aussi construire de nouvelles institutions internationales pour régler les problèmes de l'humanité, comme l'écologie. Imaginez une ONU qui marche, par exemple. Bon. Donc, il y a un travail de partage de la souveraineté et d'invention institutionnelle auquel nous sommes appelés. Si nous jugeons les partis politiques à l'horizon maintenant de ce que j'ai nommé donc démondialisation, il est certain que le Parti vert parle d'écologie, ce qui est un plus. Il n'en parle pas de manière très radicale, mais j'ai dit qu'il évacuait la question de la souveraineté. Donc, il n'est pas capable de faire cette tâche. Le Parti libéral et la CAQ, c'est le mal incarné, on n'en parle pas. Le Parti québécois a certainement quelques éléments importants qu'il peut apporter, donc l'indépendance, son adhésion à une forme de social-démocratie renouvelée, transition vers l'économie verte, mais comme je l'ai dit tantôt, il entretient une certaine ambiguïté par le fait que, par exemple, il a fricoté avec les idées néolibérales et aussi avec la question du libre-échange. Donc, il y aurait peut-être un examen de conscience à faire au niveau du Parti québécois sur ces questions. Peut-être cela faciliterait-il d'ailleurs des formes de convergence qu'on a évoquées tantôt. Québec solidaire, lui, je dirais, selon ma grille, répond davantage à la plupart des défis que je fixe, c'est-à-dire questions sociales, questions nationales, solidarité internationale, critique de la mondialisation néolibérale et du libre-échange. Évidemment, c'est un parti qui a ses propres défauts à lui aussi, un parti assez urbain, un parti qui a de la difficulté à rejoindre des classes ouvrières, particulièrement en région, un parti qui parfois se livre à des débats un peu curieux sur le sexe des anges, le matrimoine et la magie noire. Donc, un parti qui a certainement aussi un examen de conscience à faire s'il veut s'il veut éviter de devenir le parti de la ligne orange du métro de Montréal. Mais donc, il y a certainement dans ce parti plusieurs éléments très importants. On peut imaginer que si, par exemple, il y avait un recentrage un peu plus progressiste du PQ, ceci ouvrirait la possible et souhaitable, d'ailleurs, collaboration dans une perspective de démondialisation de la part des partis indépendantistes. Ce que je suis en train de proposer, c'est que les partis indépendantistes réfléchissent à la question de la démondialisation et en fassent une des bases de leur convergence. Donc, s'ils peuvent accrocher leur discours à un discours souverainiste, républicain, critique de la mondialisation, du libre-échange, du néolibéralisme, peut-être aurons-nous quelques voies de sortie. Je termine en relevant que pour le moment, par contre, l'heure est extrêmement grave. Les sondages nous montrent que la CAQ et le PLQ totalisent 68% des intentions de vote, alors que les partis, disons, indépendantistes ou progressistes, PQ, Québec solidaire, n'en recueillent que 30%. C'est paradoxal, hein? Tout ce qui a fait le Québec moderne, ce qui l'a rendu intéressant, c'est des idées d'indépendance et de social-démocratie à l'époque, que je remplace aujourd'hui par l'idée de démondialisation. Mais les gens aujourd'hui s'apprêtent à voter pour un parti qui n'est ni indépendantiste ni social-démocrate, c'est la CAQ. Alors il y a certainement là un travail très important de déconstruction de la fausse conscience qui prévaut actuellement, parce que bien que ce que j'ai énoncé soit nécessaire et souhaitable, il n'est pour le moment pas clair que ce soit désiré dans le peuple.
à cause de toutes sortes de raisons que je n'ai pas le temps d'exposer ici. Mais il est certain qu'il faut passer donc de ce qui est nécessaire et souhaitable à ce qui est désiré. Et cela, malheureusement, risque de nous porter légèrement au-delà de 2018. Néanmoins, c'est ce qui est à faire. Merci. Bonsoir tout le monde. Je vous remercie de m'avoir invité. C'est un grand plaisir. Pour moi, c'est un retour aux IPSO que j'ai eu l'honneur de présider pendant quelques années. Je rappelle que les IPSO sont le seul organisme créé au moment du référendum de 1995 qui existe toujours, qui continue d'être ce laboratoire d'idées. Alors, c'est un témoignage que je voulais rendre à ceux qui continuent à faire cette œuvre-là. Je ne vous parlerai pas beaucoup des programmes des partis politiques pour privilégier un début de réponse à 3 questions. Où en est la nation québécoise? Quelles sont les forces à l'œuvre contre la nation? Et comment assumer et réaliser notre projet national? C'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre qui s'appelle « L'indépendance, un pays en tête ». Et dans ce livre, j'essaie de faire une œuvre d'ingénierie de ce que le Québec indépendant pourrait faire une fois libéré des blocages du carcan canadien et comment on pourrait y arriver. Je vais vous en parler un peu, mais je vais surtout vous parler de ce premier point. Où en est la nation québécoise? Alors, la nation québécoise, on l'a dit à plusieurs reprises, c'est une société globale, avec sa population, ses institutions d'éducation et de santé, son droit, sa justice, sa culture, sa langue, son économie, sa manière de vivre. Et le propre d'un peuple, c'est ce savoir original, de former une collectivité distincte et de vouloir vivre ensemble. C'est peut-être sur ce dernier point qu'il faut se poser la question. Alors, le peuple québécois est clairement un peuple sur le plan culturel, qui dispose en plus d'un demi-État, mais il est une nation en devenir, tant qu'il n'aura pas conquis l'ensemble des dispositifs d'un État-nation. Et il est un peuple sur la défensive. Si on regarde les différents aspects de ce qui constitue une nation, la population, sur le plan de la population, l'élément crucial furent les États généraux du Canada français de 1967. Aux États généraux du Canada français, nous, les Québécois, avons décidé de nous couper des minorités francophones hors Québec. Nous avons, de ce fait, redéfini notre nationalisme comme un nationalisme civique, un nationalisme axé sur un territoire, et parce qu'il était axé sur le territoire du Québec, qui devait forcément inclure en son sein des minorités, une minorité anglophone, des communautés ethnoculturelles qui grossissent avec le temps et qui ont grossi depuis, qui ont pris plus d'importance dans la nation. Donc, dès 1967, nous avons cessé d'être dans un cadre de nationalisme conservateur ou ethnique. Et si on cherche des nationalistes conservateurs, on ne va pas en trouver beaucoup au Québec. Et si on regarde les programmes de tous les partis politiques, on ne va pas en trouver non plus. Deuxième élément, la culture et la langue. Alors, la culture et la langue est soumise à des tensions parce qu'il y a 2 pôles d'intégration, parce que le Québec n'est pas encore un État-nation. Donc, ces 2 pôles d'intégration, évidemment, c'est le Canada et le Québec. Au Québec, les Franco-Québécois sont majoritaires. Au Canada, ils sont minoritaires. Et les communautés ethnoculturelles qui viennent se joindre à nous sont déchirées entre l'appartenance à ces 2 pôles d'attraction que sont le Canada et le Québec. Donc, on voudrait développer une culture de convergence, c'est le propre d'un nationalisme civique, une culture de convergence qui intègre la diversité, où le Québec intègre sa diversité, et pourtant,
nous sommes devant une culture de convergence mal acceptée, mal comprise, culpabilisée dans certains cas, qui nous empêche de la réaliser. Concernant le territoire, un peuple, lorsqu'on a choisi en 1967 cette nouvelle orientation de se dire d'abord québécois, qu'on était le peuple québécois, ben, un peuple, ça se définit par un territoire. Et notre territoire actuellement, il est limité sur le plan maritime au rivage du Québec. Il pourrait s'étendre si on était indépendant. Il est troué, il est émasculé, il est occupé. Les ports, les aéroports, la voie maritime, le transport interprovincial, les parcs, etc. Donc, nous ne contrôlons pas notre territoire. Ça a été mis en évidence très nettement par l'ouvrage d'Henri Dorion et compagnie. Sur le plan de la démocratie, sommes-nous vraiment dans un contexte démocratique? En fait, nous vivons, encore une fois, sous l'égide d'une constitution qui n'a pas été soumise au peuple québécois, qui n'a pas été approuvée par aucun des partis politiques, qui régulièrement est dénoncée par notre Assemblée nationale par des résolutions unanimes et qui, en ce sens, nous place sur le plan des nations colonisées, qui se font régir, même sur le plan légal, par une autre nation. Donc, sur le plan de la démocratie, nous sommes encore là, sur la défensive, et on pourrait dire que nous sommes sur la défensive sur le plan économique, sur le plan également social. On a de la difficulté à implanter nos valeurs chez nous. Et sur le plan international, bien, on assiste à un effacement international. Moi, je visite beaucoup à l'étranger et on se fait traiter de Canadiens, évidemment. Nous présentons M. le conférencier canadien. J'ai lu récemment un livre où on qualifiait Mathieu Bock-Côté d'éminent sociologue canadien. Je ne sais pas s'il est éminent, mais je suis certain qu'il n'est pas canadien. Ça, c'est sûr. Alors, voilà où nous en sommes. Voilà où est le Québec actuellement. Quelles sont les forces à l'œuvre? Les forces à l'œuvre contre la nation, ailleurs et chez nous. Il y en a trois principales, il y en a d'autres. Mais les trois principales, ce sont le néolibéralisme ou la mondialisation, si vous voulez, le communautarisme, chez nous, et la centralisation supranationale, notamment à Ottawa, où les décisions échappent aux États. Alors, il y a eu plusieurs livres sur est-ce que c'est la fin de l'État-nation, tout ça. Parlons du néolibéralisme ou de la globalisation, le libre-échange, la dérégulation, la financiarisation de l'économie, le consumérisme, les gens vus comme des clientèles plutôt que des peuples. On préfère, au niveau des multinationales, regarder tout le monde comme des individus. Et on aimerait bien l'effacement des nations, l'effacement des gouvernements. Vous avez cette déclaration de David Rockefeller qui date de 1991. Remplacer les gouvernements, donc, serait une bonne chose. La souveraineté supranationale d'une élite intellectuelle et de banquiers mondiaux est assurément préférable à l'autodétermination nationale pratiquée dans les siècles passés. Donc, on voit où se trouve l'avenir chez les dirigeants économiques du monde. Et on constate tous les jours les méfaits. De plus en plus, il y a un mouvement de réaction contre le néolibéralisme et la globalisation. Et les résultats, évidemment, c'est l'élimination de la solidarité sociale, l'austérité, la hantise de la dette, la réduction du filet social. Selon cette orientation, on s'en va probablement dans 50 ans. On ne parlera plus du 1%, mais on va parler du 0,5% parce que les richesses se concentrent de plus en plus, toujours dans la même direction. Et il y a des réactions qui commencent à poindre. Ben, tout ceci joue contre l'État-nation parce que l'État-nation est le seul rempart des populations qui ne veulent plus nécessairement se faire considérer uniquement comme des clients, mais qui ont des valeurs, qui ont des espoirs, qui ont des désirs, qui ont des orientations.
qu'ils aimeraient pouvoir implanter, ils aimeraient pouvoir dépasser leur impuissance actuelle. Alors voilà une première force importante pour laquelle, contre l'État-nation, et pour laquelle il faut développer l'État-nation. Le communautarisme maintenant. Alors, on a évidemment discuté, et on discute beaucoup de ça au Québec. Il y a évidemment les oppositions des origines ethniques, les oppositions raciales. Il y a les oppositions en termes de religion, avec l'arrivée massive des musulmans. Ça nous amène à des questions devrions-nous nous déclarer coupables d'islamophobie ou des choses comme ça. Et puis, il y a maintenant un nouveau communautarisme aussi sur les genres. Donc, là, on se pose des questions sur toute la question d'égalité entre les genres. Et ça crée de multiples combats, évidemment, dans la société, qui nous éloignent de la solidarité sociale, qui nous éloignent de la convergence entre les individus, et qui amènent certains à parler de totalitarisme blanc. On a vu ça aux États généraux sur le féminisme. On accuse les Québécoises de souche d'opprimer les minorités ethnoculturelles, les femmes des minorités ethnoculturelles. On voit beaucoup de phénomènes comme ça. On parle de totalitarisme hétérosexuel aussi dans certains milieux. Et ceci est appuyé par le pouvoir des juges et des tribunaux commerciaux aussi, qui sont contre les gouvernements élus, c'est-à-dire qui prennent des décisions contre les gouvernements élus, qui favorisent des droits individuels plutôt que collectifs. Et ceci mène à l'élimination d'une conscience collective nationale. Tant qu'on lutte pour ces particularismes, pour la défense de ces particularismes, ce sont des luttes tout à fait légitimes et qu'il faut faire. Mais on n'est pas arrivé à les concilier avec la nécessité d'une convergence nationale. Et, évidemment, c'est un obstacle important à la réalisation de l'État-nation. Le troisième élément, c'est évidemment l'effacement tranquille du Québec, l'effacement de l'objectif de l'indépendance dans le débat public, où Ottawa devient de plus en plus le gouvernement auquel on réfère. Les municipalités espèrent pouvoir communiquer directement avec le gouvernement fédéral, avec Ottawa. Le gouvernement central, qui est supranational dans les faits, par rapport à nous, développe une attitude uniforme. C'est la bureaucratie d'Ottawa qui désigne comment vont être les règlements de l'assurance chômage, par exemple. Et puis, nous, du côté indépendantiste, et c'est là que je vais parler un peu des partis politiques, vous avez un ancien ténor du référendum de 1995, en fait le plus jeune des trois, qui sort du Parti libéral, décide de fonder un parti, participe au camp du oui du référendum pour, aussitôt après, dire on met sur la glace pendant 10 ans la question de l'indépendance et on va essayer de développer l'économie. Vous avez un ancien ministre péquiste qui prend la relève pour faire exactement la même chose. Curieusement, lui aussi parle, lorsqu'il a fait sa première déclaration, dans 10 ans, on reparlera d'indépendance. Et vous avez des mouvements. Alors, le mouvement étudiant de 2012 qui demande plus de démocratie, mais sans parler de l'indépendance, sans parler de l'effet de l'indépendance sur l'absence de démocratie au Québec et évidemment l'absence de ressources également au Québec. Et vous avez des écologistes qui luttent, toujours sur la défensive, contre les projets d'oléoduc, contre les projets d'extraction du pétrole, et qui disent, ça n'a rien à voir avec l'indépendance, on va se mobiliser, on va combattre, et on va éteindre un feu. On a réussi à en éteindre un avec Énergie-Est. On attend le prochain et on va continuer à se battre sur la défensive. Alors, j'en arrive à la troisième question. Comment remettre
l'indépendance dans le débat public. Je pars du fait suivant. Une nation sans État n'est pas une nation, ou du moins une nation complète. N'est pas une nation politique, en tout cas. Puis tant qu'elle n'est pas politique, bien, elle est constamment sur la défensive, sur tous les plans. Et une nation sans projet n'est pas une nation. Où sont les projets actuellement au Québec? Il y en a pourtant dans les espoirs, dans les désirs des gens. Il y en a des projets, il y en a plein. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre-là, Un pays en tête. Un pays en tête, essentiellement, c'est 10 projets collectifs que tout le monde souhaite, peut-être pas dans les détails, où on pourrait avoir des divergences gauche-droite un peu, mais 10 projets. On a le 17e plus grand territoire parmi les nations. Bien, il faut peupler ce territoire. Il est sous-peuplé. Il faut le développer dans toutes ses régions, dans toutes ses capacités. On a d'immenses richesses naturelles. On a d'immenses ressources humaines. Voilà un premier projet, peupler, développer notre vaste territoire et nos régions. La population. Comment implanter une culture de convergence qui va tenir compte de la réalité historique du développement de la nation québécoise et en même temps d'y intégrer la diversité des communautés culturelles et le soutien à l'autodétermination des peuples autochtones. Voilà un beau projet sur le plan de la population, sur le plan de l'équilibre de la population. Mettre fin au communautarisme pour arriver à une intégration dans la nation. Développer intelligemment notre économie et protéger le climat. Le Québec est une des sociétés dans le monde capable d'atteindre cet objectif d'un État sans pétrole en 2050. Nous sommes déjà à 50% d'énergie renouvelable. Savez-vous ce que c'est au Canada? Au Canada, c'est autour de 11-12% d'énergie renouvelable actuellement. Nous, on est à 50%. Vous comprenez qu'on n'a pas besoin d'un État fédéral qui investit dans le pétrole. On a besoin de nous donner un Québec souverain qui va travailler à un Québec sans pétrole. Voilà un troisième projet. En voilà un autre, en démocratie. Redonner du pouvoir au peuple sur tous les plans, à commencer par le contrôle sur ses lois, sur sa justice, sur sa démocratie participative. Ça commencerait avec une démarche constituante, bien sûr. Un projet international de solidarité des peuples pour civiliser le capitalisme. Contrairement à Québec solidaire, moi je ne parle pas de dépasser, mais je parle de civiliser le capitalisme. Contrer aussi, de ce fait, l'effacement des cultures, la valorisation des cultures nationales et de la nôtre en particulier. Et comment faire cela? Ben, la raison pour laquelle je n'ai pas parlé beaucoup des partis politiques et pourquoi je travaille principalement au Oui-Québec, c'est que je pense qu'il faut converger pour se donner une démarche constituante qui permettra, pour la première fois au peuple québécois, de définir ses règles de vie, sa constitution. Et c'est un processus qu'on n'a jamais vécu, qui est mobilisateur, qui est favorable à la convergence, qui est favorable à l'établissement d'une vision nationale et de projet national. Ce qui m'intéresse dans la démarche constituante, c'est surtout le processus, le fait qu'à travers cette démarche, nous allons discuter de nos projets de société, nous allons découvrir que nous avons le pouvoir de changer les choses et nous allons pouvoir intensifier notre convergence avec toutes les composantes du peuple québécois et avec les Premières Nations pour partager une histoire qui date de la Nouvelle-France, une histoire unique en Amérique, mais une histoire qui a évolué beaucoup, qui va continuer à évoluer, qui est une histoire à construire avec toutes les composantes de la nation. Donc, un pays en tête qui devient un pays, en réalité, le Québec pays, pour que tout redevienne possible. Merci.
Écoutez, je vous remercie et particulièrement de votre intérêt, de votre attention, de vos questions, commentaires, mais je remercie particulièrement les éclairages apportés par nos panélistes. On a pu noter leur niveau de réflexion, de questionnement et leur expérience aussi très riche qui a été partagée avec beaucoup de générosité. Merci mille fois de contribuer à la poursuite du travail des IPSO. Merci beaucoup encore une fois et bon retour. Merci.